Je promets que nous nous en tiendrons aux questions économiques. Cependant, puisque je suis journaliste, je ne peux pas ne pas poser la question. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit une lettre ouverte. Il n'a pas seulement proposé des négociations directes, il vous a également menacé directement, qualifiant cela de votre guerre. Il a dit « Nos drones de longue portée ont rendu visite ». À Saint-Pétersbourg, au Spiev, après avoir parcouru plus de 1000 kilomètres, il affirme que c'est votre choix, le véritable. Il n'y a pas de raison à cette guerre. Quand il s'agit de la sécurité de votre résidence de Valdai ou du défilé, vous tenez à votre vie et il dit que vous devrez encore vous battre pour votre propre existence et non pour celle de la Russie. Il a proposé de fixer une date pour votre rencontre. Qu'avez-vous à répondre en premier lieu à cela? En ce qui concerne la résidence ou le défilé, cela ne me concerne pas personnellement. Ensuite, ils nous ont donné des informations à ce sujet et ont dit que nous savions que vous n'aviez pas de résidence là-bas, etc. Pourquoi ils ont fait cela, c'est une autre question. Hier encore, mon porte-parole, M. Peskov, m'a montré cette lettre. Nous avons eu une réunion de travail, un dîner de travail avec le président. L'Ouzbékistan, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de regarder. Tôt ce matin, Peskov est venu me glisser une nouvelle fois ce petit papier et je l'ai longuement regardé, brièvement, mais tout de même. Il y a plusieurs choses auxquelles j'ai prêté attention. Premièrement, l'auteur de la lettre a mentionné mon âge. Que peut-on dire? Bien sûr, tout le monde doit penser à l'âge, mais il me semble qu'à mon âge, de nombreux autres hommes politiques remplissent aussi leurs fonctions, et certains sont même plus âgés que moi. L'essentiel, ce n'est pas l'âge. C'est important. C'est en réalité, sans aucun doute, important, mais l'essentiel, ce n'est pas l'âge. L'essentiel, c'est la capacité d'agir et la capacité de travail. Et certains de mes collègues qui, je le répète, sont plus âgés, mais ils démontrent une énergie suffisante. Qu'ils fassent bien ou mal leur travail, c'est autre chose. C'est une question d'appréciation politique, mais dans l'ensemble, ils travaillent activement. Maintenant, il a attiré l'attention sur la durée du mandat. Au pouvoir dans des fonctions électives. C'est une question importante, bien sûr. Mais il faut se présenter aux élections. Il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections et il faut toujours agir dans le cadre de la loi fondamentale. Parce que si l'on conserve le pouvoir en dehors du cadre de la Constitution, cela s'appelle une usurpation du pouvoir, c'est un crime pénal. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut aller aux élections. Je conseillerais cela à tout le monde, d'autant plus qu'en Ukraine on parlait qu'il y aurait bientôt des élections, et puis tout à coup ils se sont tus, on ne comprend pas pourquoi. Maintenant, l'auteur indique également qu'il ne faut pas suivre les accords qui ont été conclus à Anchorage. Et de plus, il faut chercher de véritables garants pour d'éventuels accords entre la Russie et le Kazakhstan et l'Ukraine, et il faut les chercher en Europe. Sans doute, des garants fiables ne font jamais de mal, vraiment jamais. Mais pourquoi refuse-t-on ce rôle à l'administration américaine et au président Trump? Cela m'échappe un peu. On veut recevoir des armes des États-Unis, mais voir l'administration américaine et le président Trump comme garants, pour une raison quelconque, on ne le souhaite pas. Cela soulève tout de même des questions, non? Mais nous avons tous vu comment Donald, sous les yeux du monde entier, faisait la leçon à l'auteur de cette lettre, lui indiquant le code postal. Et puis, et surtout, pour ce qui est de vos bonnes manières. Dans l'ensemble, je tiens à remercier Donald pour ce travail. Elle est sans aucun doute utile, mais il y a encore du travail à faire. Il faut continuer. Et maintenant, abordons le point le plus crucial. Puisque la partie ukrainienne a estimé qu'il était tout à fait possible de donner à nos relations, dans ce domaine, un aspect public, de passer à une discussion publique, à un débat public, ce qui, à mon avis, n'est pas très correct, voire pas du tout correct. Cela me donne la possibilité et donne le droit de parler de certaines choses que peu de gens connaissent ou que personne ne connaît encore, de quoi il s'agit. Et là, c'est déjà sérieux, ce n'est
plus de l'ironie ni des plaisanteries. Il y a 3 semaines, l'un des représentants de nos milieux d'affaires m'a appelé et m'a posé une question. Il a dit « Vladimir Vladimirovitch, en principe, je connais cette personne depuis très longtemps. Nous n'avons pas de contact très proche, mais je lui fais confiance, c'est une personne honnête. » Il m'a appelé et m'a dit « Vladimir Vladimirovitch, on m'invite à Kiev. » Je lui ai dit « Eh bien, allez-y, en quoi cela me concerne-t-il » Il a répondu « Je tenais absolument à vous en informer, car il est certain qu'il sera question de sujets liés aux relations entre nos 2 pays. » Je lui ai dit « Écoutez, je ne peux pas vous envoyer en aucune qualité que ce soit. Ce sont des personnes sérieuses, spécialement formées du ministère des Affaires étrangères de Russie, du ministère de la Défense et d'autres services qui doivent s'occuper de cela, comme cela a été le cas lors de nos négociations à Istanbul. Et vous, je ne peux vous donner aucune autorisation officielle. » Il dit « Eh bien, je voulais simplement vous raconter qu'on m'invite, j'irai, j'écouterai, puis je vous raconterai de quoi il s'agit là-bas. » Je lui dis « Eh bien, faites comme vous voulez, je ne peux pas vous interdire d'y aller. » Il est allé à Kiev et a rencontré quelqu'un. Ce monsieur, l'auteur de cette lettre. Chez lui, dans sa résidence, pas à Valdai. Il est enfin de retour. Il est revenu et je l'ai enfin rencontré. Bon, mis à part toutes ces bêtises, le plus important, c'est que M. Zelensky a demandé une réunion. Ce n'était qu'une simple mascarade. Les accords de Minsk n'avaient qu'un seul but, gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. Alors, à quoi bon de tels accords pour nous? Voilà donc, je dis que je ne vois pas l'intérêt de se rencontrer. Le seul intérêt, c'était pour la partie ukrainienne d'arrêter l'avancée de nos forces armées. C'est tout. Mais nous avons besoin d'accords. Pas pour 6 mois, ni pour 3 mois, mais pour une perspective historique à long terme. Qu'on laisse les spécialistes travailler, qu'ils élaborent des solutions, et ensuite on pourra se rencontrer, être présent, comme je l'ai dit, lors de la signature de certains documents, ou même éventuellement signer quelque chose. Mais il faut d'abord trouver une solution, et c'est là le plus important. Et le public me comprendra, surtout le public russe. C'était, il me semble, le 21 mai. Le 22 mai, les forces ukrainiennes ont porté une terrible attaque terroriste contre le dortoir d'un collège dans la République populaire de Lugansk, où des enfants et des adolescents ont été tués. Mais c'est un crime horrible. Il n'y avait aucun site militaire là-bas, même pas un véhicule militaire à proximité. Alors, ce matin-là, j'ai appelé ce collègue, disons, qui était allé à Kiev. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?» Ils demandent une rencontre et commettent de tels crimes horribles comme le meurtre d'enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Il m'a dit « Je n'ai pas d'explication. Moi non plus. Voilà qu'ils m'appellent encore maintenant. Je vais leur parler, puis je vous tiendrai au courant concernant la réforme. » J'ai dit « S'il vous plaît, je n'ai plus parlé avec lui. » Et voici cette lettre. Celle dont vous venez de parler, elle comporte effectivement des éléments d'insolence. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une façon de créer les conditions pour des rencontres et des négociations en personne, ou bien est-ce la création d'une situation dans laquelle, en réalité, il est tout simplement impossible d'organiser de telles rencontres? Je pense que c'est la deuxième option, et c'est pourquoi il ne faut pas s'adresser aux auteurs de cette lettre, ni aux amateurs du genre épistolaire, mais à nos combattants sur la ligne de front. Merci. Et donc, en m'adressant à eux, je veux dire camarades soldats et marins, camarades sous-officiers et aspirants, camarades officiers, amiraux et généraux, tout le pays vous regarde, tout le pays est fier de vous et compte sur vous. Continuez votre travail, frères. Eh bien, je suppose que cela signifie non. Vous n'allez pas rencontrer l'auteur de la lettre? Pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt.
Des représentants de 130 pays sont présents ici. Ce ne sont pas seulement des représentants du Sud global. Pour la première fois depuis de nombreuses années, des représentants des États-Unis sont présents ici. S'il vous plaît, Rodney, je vous vois ici au premier rang. Cette année, l'Arabie saoudite est le pays invité et nous voyons également ici de hauts représentants de l'Arabie saoudite. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, 130 pays ont envoyé des participants à ce forum. À une époque où le monde entier parle de l'isolement économique de la Russie, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que cela ressemble à de l'isolement? Est-ce que la Russie est isolée? Ou bien pouvons-nous dire que c'est l'autre partie, une autre région, à savoir l'Europe, qui est isolée? La réponse, avec un indice, est évidente. Merci beaucoup. Mais je vous assure qu'il n'y a même pas besoin d'indice, car il n'y a pas eu d'isolement, initialement. Les instigateurs de ces tentatives d'isolement furent l'administration précédente des États-Unis, cela est bien connu de tous, puis les États satellites. Ce phénomène s'est reproduit en Europe. Et à ce jour, ils ont réussi dans ce domaine, mieux encore que l'administration américaine. Mais elle n'existait pas au départ, y compris. Et grâce à une coopération continue avec certains partenaires aux États-Unis. J'ai déjà donné cet exemple. Eh bien, voilà, il y a des représentants de l'une de nos entreprises énergétiques. L'ancienne administration n'a cessé de lutter contre l'un de nos projets de gaz naturel liquéfié. Mais dès que le projet a démarré, la première expédition est partie vers le marché américain. Honnêtement, je n'y ai même pas cru, j'ai été surpris. Pourquoi? C'est rentable. Nous livrons toujours de l'uranium sur le marché américain. Le premier pays fournisseur d'uranium en termes de volume est une entreprise américaine. Le deuxième est une société internationale avec une participation de capitaux européens et américains. Et le troisième, en volume, c'est la Russie. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Tout va bien. Mais là où c'est avantageux, eh bien, les Américains sont des gens pragmatiques et il faut prendre exemple sur eux. Là où c'est rentable, rien n'a été arrêté pour eux chez nous. Nos projets énergétiques ne s'arrêtent pas non plus en Extrême-Orient avec certains pays qui donc aussi ont officiellement annoncé leur retrait du projet. Tout fonctionne. Maintenant, ils veulent même augmenter et ils le demandent. Dans de nombreux autres domaines aussi. Je ne parle même pas de nos amis et je tiens à le souligner. Pas seulement des amis, mais des partenaires fiables pour tous. Je parle aussi des pays africains et des pays de la région asiatique. Prenez ne serait-ce que l'Inde, qui ne cède jamais aux pressions extérieures, ou la République populaire de Chine, dont la souveraineté et l'indépendance dans la prise de décision ne font aucun doute. Et puis, dans le cadre des organisations bien connues, tout s'est toujours bien passé pour nous. Et a fortiori avec nos alliés les plus proches, nos partenaires et nos voisins historiques. Tout se développe, tout se passe sans préjudice particulier pour nous. Mais le fait qu'à présent, comme vous l'avez souligné, nous ayons ici apparemment des représentants officiels des États-Unis, et je sais qu'il y a aussi des représentants de pays européens. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous ne nous sommes jamais isolés de qui que ce soit. Et si la situation a évolué de telle sorte que les représentants de ces pays viennent désormais chez nous, nous ne pouvons qu'en être heureux. Soyez les bienvenus.